Bonjour, alors je suis Marc Chaucidon, directeur de l'Institut de physique du Globe de Paris. Je vous remercie de m'avoir donné quelques instants pour vous accueillir ici à l'Institut de physique du Globe. Alors je vais vous dire quelques mots sur l'Institut de physique du Globe et vous montrer aussi et finir pour vous montrer pourquoi nous sommes particulièrement intéressés aux travaux que vous menez. Donc, l'Institut de physique du Globe de Paris est le seul établissement de recherche et le grand établissement de recherche et d'enseignement supérieur en France dans le domaine de la science de la Terre, de l'environnement et des planètes. C'est un institut qui est ancien, qui a commencé à la fin du 19e siècle comme étant une station météo et par des mesures du champ magnétique de la Terre et qui ensuite a évolué, a été créé comme un institut en 1921. Nous venons récemment de fêter le centenaire. Et c'est un institut dans lequel nous faisons Bon, il y a un certain nombre d'équipes de recherche qui travaillent dans différents domaines qui peuvent être rassemblés sous trois grandes thématiques. L'une qui concerne, disons, la thématique historique, canal historique de l'IPGP, qui est l'intérieur de la Terre et des planètes, la structure profonde de la Terre, du noyau de la Terre et ainsi de suite, à travers le magnétisme, la sismologie, l'expérimentation à haute pression, haute température, la géochimie et ainsi de suite. Un autre domaine très important pour nous qui est les risques naturels, donc le volcanisme, les tremblements de terre, les tsunamis et donc tous les processus qui les créent, comment on peut les suivre. Et puis deux thèmes qui ont émergé dans les 20 dernières années. Un qui concerne ce qu'on appelle la zone critique, donc la surface de la Terre, la partie qui est à l'interface entre l'atmosphère et les couches de surface et les couches profondes, et dont la composition et l'évolution est très, très impactée par les activités anthropiques. Et une dernière thématique qui s'appelle l'origine, qui regarde l'origine du système solaire, de la Terre, de la vie, et ainsi de suite. Alors, dans une autre particularité de l'IPGP est qu'il a dans ses missions celle de faire fonctionner et d'opérer des observatoires à l'échelle globale de la Terre. Donc, vous avez peut-être vu en prenant le café le petit planisphère qu'il y a là-bas qui vous montre les observatoires que l'IPG opère. Donc, il y a 33 observatoires pour suivre la sismicité mondiale. Et ces données servent d'ailleurs à l'alerte au tsunami. On suit et on mesure depuis la Terre, depuis 11 observatoires et depuis l'orbite terrestre en opérant des nanosatellites, le champ magnétique de la Terre. Et on a la responsabilité de la surveillance des 4 volcans actifs français qui sont dans les territoires d'outre-mer, donc la montagne Pelée en Martinique, la Soufrière en Guadeloupe, le Piton de la Fournaise à La Réunion et l'Observatoire de La Réunion. On surveille aussi le volcan sous-marin de Mayotte qui a été récemment découvert. Alors, un autre aspect de l'IPG, c'est que tous ces travaux sont faits aussi. Il y a une composante très importante de l'IPG qui est un laboratoire qui utilise les données spatiales pour observer la Terre. Et on a évidemment, toutes ces activités créent un très grand nombre de données qu'on doit diffuser. Et donc, depuis très longtemps, l'IPG a été pionnier en développant euh, le traitement des données et le calcul intensif. Et juste pour la petite histoire, à la fin des années 80, l'IPG avait acquis des ordinateurs très puissants, ça s'appelait des connexions machines, qui étaient à l'époque, pendant quelques années, cet ordinateur était le plus puissant en Europe. Il était à l'IPG, il n'y en avait que quelques-uns dans le monde. Et pendant un certain nombre d'années, cet ordinateur est resté parmi les 10 puissants au monde. Donc on a développé tout ça. Il y a une culture de la donnée, une culture du calcul à l'IPG. Et évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités pour essayer d'utiliser les techniques de l'intelligence artificielle. Si je simplifie à outrance, pour deux types de choses, c'est-à-dire qu'on est confronté à des données qui sont des données multi-échelles spatiales, hein, depuis le nanomètre jusqu'à l'échelle planétaire, ou multi-échelle temporelle. Il faut intégrer toutes ces données. Et donc, on essaye d'utiliser l'intelligence artificielle, si vous voulez, dans un sens pour essayer de déterminer des propriétés physiques, chimiques, isotopiques des matériaux terrestres et extraterrestres dans des conditions dans lesquelles on ne peut pas les reproduire au laboratoire. Donc, disons, en utilisant l'intelligence artificielle pour interpoler intelligemment entre les données qui existent. Évidemment, quand on fait ça, un des risques, donc j'ai vu dans le programme aujourd'hui que vous allez discuter de beaucoup de choses qui nous intéressent, mais évidemment, un des risques qu'on peut avoir, c'est de ne pas savoir quantifier la qualité des interpolations qu'on fait. Donc, on essaye de se prémunir de ça en couplant à l'intelligence artificielle de l'intelligence humaine, c'est-à-dire en essayant de coupler l'intelligence artificielle, disons, automatique, aveugle, à des modèles physiques et d'intégrer les deux pour avoir une interpolation, disons,
qui est un peu contrôlé et qu'on peut tester et qui correspond physiquement à quelque chose qu'on peut comprendre. Et puis l'autre aspect où on veut utiliser l'intelligence artificielle, c'est évidemment pour traiter de très grandes quantités de données et pour essayer de faire émerger à travers de très grandes quantités de données des lois générales. Et évidemment, derrière ça, il y a, et c'est aussi un risque très important pour nous, l'idée d'être capable, par exemple, à partir de données volcaniques, sur des volcans ou de sismologie, de trouver des lois qui nous permettraient de prédire l'arrivée d'une éruption ou l'occurrence d'un tremblement de terre, alors que, si ça se trouve, ces prédictions ne sont pas fondées. Et donc, on essaye de. Donc, c'est un gros danger pour nous, disons, d'être, en utilisant l'intelligence artificielle, d'avoir une confiance qui n'a pas de raison d'être dans ce qu'on peut faire dire aux données, disons. Et donc, on essaye de se prémunir de ça aussi en essayant de combiner à ça une expertise scientifique. Donc, on a toutes sortes d'approches probabilistiques pour grouper ensemble des experts, pour qualifier la valeur des experts et déterminer des probabilités qui reposent sur autre chose que l'intelligence artificielle, sur les scénarios qu'on peut prédire. Voilà. Donc, j'ai été très rapide. Euh, je- J'arrête. Alors, je ne peux pas rester avec vous cet après-midi, mais j'ai vu qu'il y avait des espions de l'IPG dans la salle. J'ai reconnu certaines figures, donc je saurai un peu ce qui se dit. Voilà, et je vous souhaite une bonne réunion. Mesdames et messieurs, chers collègues, l'Office est très heureux de vous accueillir aussi nombreux pour cette édition 2025 de son colloque consacré cette année aux nouveaux enjeux en matière d'intégrité scientifique soulevés par la transformation par l'IA générative des pratiques de recherche. Alors le choix même de ce thème reflète très directement le souci de l'Office d'explorer des thématiques émergentes liées aux évolutions des façons mêmes de produire des connaissances. Ainsi, nous avions, lors des éditions précédentes, interrogé, par exemple, les nouvelles responsabilités, normes, bonnes pratiques en matière de prise de parole des chercheuses et des chercheurs dans l'espace public, ou encore nous avions interrogé, dans une édition précédente, les synergies entre sciences ouvertes et intégrité scientifique. L'actualité du thème de cette année s'impose d'elle-même. L'utilisation des outils d'IA générative à différentes étapes du processus de recherche s'est répandue dans toutes les disciplines et transforme la façon non seulement de produire des connaissances, mais aussi de les diffuser. Cette évolution nous invite à questionner collectivement, à l'aune des exigences de l'intégrité scientifique, les pratiques à adopter dans un contexte où les outils progressent aussi vite que les acteurs de la recherche s'en emparent. Alors, qu'est-ce que peut apporter l'Office face à ces évolutions continues et extrêmement rapides? Tout d'abord, l'Office effectue un travail de veille et d'information des communautés de recherche, en relayant, via notamment son infolettre et ses réseaux sociaux, les nouvelles lignes de conduite formulées par différents acteurs et institutions. Par exemple, les éditeurs ont très tôt pris des positions très tranchées en matière d'autorat, si vous voulez utiliser l'intelligence artificielle, ou encore la Commission européenne, qui a élaboré dès 2024 un guide en matière d'usage responsable d'outils IA en recherche, et dont déjà une deuxième version révisée, moins d'un an après, est sortie il y a quelques jours. Ensuite, une mission de l'Office, c'est de contribuer à la mise en débat, à l'appropriation par les communautés scientifiques de ces questions émergentes, avec toujours la même hypothèse de travail, ou je dirais même le même parti pris qui guide nos actions à l'Office, à savoir les normes, les standards de bonne pratique en matière d'intégrité scientifique viennent ou doivent venir des communautés scientifiques elles-mêmes. Et par contraste, par exemple, avec les normes en matière d'éthique, de déontologie ou encore plus généralement en matière de conduite responsable de recherche. Le colloque a été ainsi conçu pour donner la parole à différents acteurs de recherche et en premier lieu à des chercheurs et des chercheuses qui utilisent l'IA et qui pourront témoigner de son potentiel transformateur et des interrogations qu'elle soulève au cœur même de leur pratique. Alors, le colloque a lieu à un moment qui nous a semblé à l'Office assez charnière, où l'on observe de multiples initiatives venant des établissements qui, à des degrés de maturité différentes, se placent dans une perspective assumée d'autorégulation en s'interrogeant sur le type de gouvernance de l'IA qu'il faudrait mettre en place et en partageant le constat qu'il faut accompagner des usages qui sont déjà là. Le programme du colloque va s'articuler autour de 3 dimensions de la recherche qui correspondent aux 3 grandes sessions du colloque. Première session, production des connaissances sur le terrain, si j'ose dire. Donc, on va entendre ces chercheurs et ces chercheuses.
Ensuite, nous aurons une session sur les enjeux d'intégrité à travers différentes étapes de la recherche, avec un focus notamment sur la publication des résultats. Et dans la dernière session, je viens de l'évoquer, la dernière session sera consacrée aux questions de régulation et d'autorégulation des usages par les communautés et les établissements. Alors, vous avez une description détaillée du programme. Il y a une version longue du programme, une version courte, mais il y a un QR code. Vous pouvez avoir la version longue du programme grâce à ce QR code ou sur le site de l'Office qui détaille les différentes thématiques des sessions. Et vous verrez que le colloque, par moment, va dépasser les strictes frontières de l'intégrité scientifique en interrogeant, par exemple, l'existence de types de modèles d'IA génératifs qui seraient plus vertueux que d'autres, à l'aune notamment de considérations, par exemple, d'impact environnemental ou d'ouverture. La notion de modèle ouvert sera ainsi discutée. Alors, avant de céder la parole à notre premier orateur, il me reste à remercier l'Institut de physique du globe de Paris pour son accueil. Merci. Je remercie également le conseil d'orientation de l'Office, présidé par Olivier Descamps, qui est là, et qui a donné l'impulsion de ce colloque et nous a accompagnés dans l'élaboration du programme qui a été assuré essentiellement par Hélène Lemeur, ou Hélène Lemeur, qui doit être en coulisses, que je remercie très, très vivement. Alors, je remercie également le HERS. L'Office est un département du HERS et met en œuvre les missions nationales en matière d'intégrité scientifique confiées en 2020 par la loi à cette autorité publique indépendante. Grâce au législateur, cette position de département d'une autorité publique indépendante est une force pour l'Office et pour l'intégrité scientifique en France. D'autant que l'Office bénéficie d'un soutien continu du HERS et d'une très forte autonomie dans la réalisation de ses missions en faveur de l'intégrité scientifique. Et je remercie très vivement le sénateur Pierre Ouzoulias, qui nous fait l'honneur de son soutien et de sa présence tout au long de la journée. Pierre Ouzoulias a joué un rôle tout à fait déterminant dans la création des dispositifs législatifs en faveur de l'intégrité scientifique dans notre pays. Et je remercie aussi Pierre Corvol, membre de l'Académie des sciences, professeur honoraire au Collège de France, et qui est l'auteur du fameux rapport Corvol, étape tout à fait essentielle des dispositions mises en place dans ce pays en matière d'intégrité scientifique. Merci Pierre Corvol de votre présence. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent colloque. Je remercie par avance l'ensemble des intervenants et je cède la parole à Alexis Greenbaum, directeur de recherche et président du comité opérationnel d'éthique du numérique du CEA, qui va ouvrir le programme de ce colloque. Merci, Alexis.